Alors juste quelques petits mots, je ne vous fais pas un discours, je vous rassure. Quelque chose technique, tous ceux qui sont venus pour la remise du prix ACA, revenez en fin de conférence, il y a eu 2-3 photos qui ont été prises, qui ont été ratées, on voudrait faire les choses comme il faut, donc tous ceux qui étaient relatifs au prix ACA, pour rester jusqu'à la fin et on reprend une photo. Deuxième chose technique, téléchargez bien l'application ACA, Forum des courtiers, pour vous inscrire aux ateliers. Il y a encore des places pour les ateliers, donc n'hésitez pas sur votre smartphone, quelle que soit la plateforme, téléchargez l'application et inscrivez-vous. Avec un seul clic, vous êtes inscrit pour les séances qui commenceront à 13h30 jusqu'à 15h15. Merci beaucoup et on passe au drone. So she's really looking at this number here, which is how many didn't fly. Chì phép. C'était il y a quelques semaines, dans le nord de la Chine, à Xi'an plus précisément. Ce magnifique balai lumineux a permis d'inscrire le record du monde de drones volant simultanément dans les airs. 1374 drones pilotés par un seul opérateur et par un seul ordinateur. Alors vous avez certainement pu voir ou remarquer ces drones lors de la cérémonie de clôture à Pyeongchang des Jeux Olympiques. Vous avez remarqué que ces petits appareils colonisent de plus en plus notre quotidien et ils ne servent plus uniquement à filmer vos enfants, une jolie séquence. Ils sont aujourd'hui utilisés pour aider les agriculteurs, ils sont aujourd'hui utilisés pour livrer du pain et des pizzas. Si, regardez. Il y aura beaucoup d'autres utilisations à l'avenir, je vous rassure. Ce qui est sûr, c'est que cette invention fait brasser aujourd'hui beaucoup d'air, puisqu'elle soulève de nombreuses questions. Quelles utilisations? Quelles solutions légales? Quelle législation adéquate? Quelles assurances pour les pilotes? Et quelle protection pour les citoyens? Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions avec nos 4 invités. Et je vais demander à Mathieu Fouvi de venir me rejoindre. Vous êtes managing partner de la société Creatives. Bonjour. Vous êtes pilote d'hélicoptère, vous êtes un passionné de drone, un amateur éclairé. Et vous allez nous dresser en quelque sorte le catalogue des drones pour les nuls. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors moi je suis effectivement ce qu'on appelle un early adopter. Je suis tombé dans le bain des drones quand j'étais tout petit.
Donc les premiers drones, on les construisait nous-mêmes parce qu'ils n'existaient pas. Donc on prenait des avions télécommandés, on prenait des lunettes, on essayait de faire des images. Et puis c'est vrai que dans le cadre de ma société, on utilise beaucoup d'images en drone, que ce soit pour nos clients EasyJet ou Nestlé ou le CIO, justement. Donc aujourd'hui, je vais un peu vous faire un petit bilan de ce qu'on peut faire avec les drones. Et bien sûr, je réponds à vos questions après. Drone pour les nuls, je trouvais ça un peu insultant, mais c'est pas moi qui ai choisi le titre. Juste pour une petite question, qui a un drone ici? Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Et qui a des enfants qui ont un drone? Et qui pique le drone à ses enfants? Bon, donc il y en a quand même un certain nombre, ça s'est démocratisé. Juste le point de départ des drones, c'est clairement le militaire, hein, comme dans beaucoup de choses. Le côté recherche vient souvent du militaire. C'est toujours le marché numéro 1. Hein. Le militaire représente 80% du business des drones, c'est un truc de fou. Je pense que vous en avez assez entendu parler. C'est pas vraiment le sujet du jour, mais les technologies, elles ont été pas mal développées dans le cadre militaire. Ce qui a fait en fait que le drone est venu chez Monsieur Tout-le-Monde, c'est la miniaturisation des composants. Un gyroscope, avant c'était gros comme ça, maintenant c'est plus petit que votre ongle. Donc c'est ce qui fait qu'il arrive à se maintenir. Et puis évidemment les batteries ont beaucoup évolué, ce qui fait qu'on a pu en fait développer des composants pour fabriquer des drones plus petits. Principalement liés à la téléphonie puis au volume aussi. Les enjeux économiques, il y a deux gros business, on va dire. Il y a tout ce qui est consommateur final, B2C, et puis il y a tout ce qui est vraiment professionnel, B2B. On a tendance à voir beaucoup les gens jouer avec leurs drones dans la rue, on a l'impression que c'est ça le business, mais le business il est évidemment du côté industriel. Si je prends un peu justement le côté consommateur, Monsieur Tout-le-Monde, on voit qu'on est quand même sur des millions de drones par année, hein, le marché est très gros. On voit aussi les gros constructeurs, peut-être ceux qui connaissent un peu, il y en a un qui s'appelle DJI, qui est donc un chinois, qui a une très grosse part de marché. Et puis on a Parrot aussi, 3D Robotics, il y a pas mal de constructeurs, avec des marchés quand même en forte croissance. Qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce que Monsieur Tout-le-Monde fait avec son drone? Bon, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se filme, il se prend en photo. Donc ça, je range ça sous le ego trip général lié aux réseaux sociaux. Donc ce qu'on a vécu avec les gens qui skient avec une GoPro, qu'on voit de moins en moins d'ailleurs, on le vit maintenant avec des gens qui se filment en drone pendant les vacances, qui montent des petites vidéos pour mettre sur Instagram, etc. Donc ça, c'est évidemment tout un marché. Il y a le racing, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une vidéo ou si je peux la lancer. Bon, c'est égal. Donc ils font des courses un peu comme de la F1 à l'intérieur de, ouais, on voit un petit peu là, à l'intérieur de hangars, etc. Et ça commence à, disons, à lever pas mal d'argent. Il y a eu des courses à Dubaï, il y a des courses aux États-Unis, et il y a vraiment des gens il y a des pilotes de drones qui en vivent maintenant. Et puis le troisième point que j'ai mis, c'est l'exploration. Vu que ces drones vont loin, aujourd'hui, n'importe quel drone que vous achetez, il va à 7-8 km. Donc la question, est-ce que vous avez le droit de le faire ou pas, elle sera traitée après, mais ils vont loin. On peut aussi aller explorer, donc simplement soit avec des lunettes, soit avec son iPad. Donc vous voyez un peu le niveau racing, un peu un truc de fou, surtout si vous regardez la vision que les pilotes ont, vous êtes sûr de vomir. Donc voilà, B2C, il y a plein de choses qui se font. B2B, alors là c'est volontaire, vous n'arrivez pas à lire, mais il y a des centaines de sociétés qui développent en ce moment des produits pour les drones. Alors ça va de constructeurs de drones physiques à des gens qui font du software, il y en a énormément, hein. Il y en a aussi à l'EPFL, il y en a partout. Il y a même énormément de software, parce qu'en réalité, construire des drones, ça demande pas mal d'infrastructures industrielles, tandis que au niveau du software, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des universités, il y a des gens il y a des assurances, on les voit, elles sont en bas à droite, il y a beaucoup d'acteurs dans le milieu du drone professionnel. Les applications, il y en a évidemment plus que je pourrais vous en décrire là, mais première chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour du médical. Ici, on voit une vidéo en Australie, c'est soi-disant le premier sauvetage fait par un drone. Donc on voit que le sauveteur arrive au-dessus des gens, et puis il va larguer une bouée qui est autogonflante. Ce qui est intéressant pour moi dans ce cas, c'est qu'en réalité, les gens qui se noyaient étaient à 2 km du maître sauveteur. Et puis il a reçu un téléphone d'autres gens qui étaient sur la côte, et puis en 5 minutes, il était sur place, quoi. Ce qui est absolument inimaginable autrement. Enfin, autrement, c'est Baywatch, il faut courir avec son surf, mais là, il aurait couru longtemps. Donc ça marche pas. On voit, donc avec le drone, on a ce genre d'application qui arrive.
On voit aussi en haut à gauche la livraison de médicaments. Ça, c'est beaucoup utilisé par les organisations internationales dans les zones contaminées, type Ebola, quand on a eu du Ebola. Ils amènent vraiment les médicaments sans y aller physiquement. Et puis l'image du monsieur au sol, c'est du défibrillateur. Et ça existe déjà. C'est-à-dire qu'on peut imaginer être dans la rue, appeler un drone, et 3 minutes après, le défibrillateur arrive, et n'importe qui peut l'utiliser. Donc c'est quelques applications dans le domaine médical. Alors, au niveau construction, il y a énormément de choses qui se font. Ça, je pense que c'est un domaine qui peut vous concerner pas mal en tant qu'assureur, parce que ce qui se passe, c'est que toutes les régies, tous les gens qui vendent leur maison, avant ils venaient, on va dire, chez des professionnels comme nous pour faire des images. Maintenant, ils achètent un drone, ils le font eux-mêmes. Parce que le drone coûte 1000 francs, ils ne vont pas demander à quelqu'un d'autre de venir faire des images de leur maison. Donc, ça démocratise, ça démultiplie le nombre de drones qui se promènent en ville, etc., par des gens qui ne sont pas toujours très spécialistes. Et puis évidemment, on a toutes ces images, vous voyez derrière, de potentielles créations d'images en 3D qui sont très utilisées dans la construction. Sécurité police, en Suisse, on n'est pas les plus avancés, mais dans d'autres pays, ils ont vraiment des drones à disposition pour, par exemple, faire des constats d'accidents, pour faire évidemment de la prévention, surveiller des manifestations. On a quand même eu une demande de la police cantonale qui voulait des drones infrarouges parce que, ce que je ne savais pas d'ailleurs, apparemment il y a pas mal de gens qui squattent les bateaux dans les ports en hiver parce que personne n'y va. C'est très dur de les trouver. Donc eux, ils voulaient venir avec des caméras infrarouges pour voir quel bateau chauffait, puis voir s'ils étaient habités. Donc c'est des problématiques de ce genre. Évidemment, il y a une multitude d'applications dans le domaine sécuritaire. On peut très bien imaginer des sociétés comme Securitas qui ont des drones qui automatiquement, tous les 20 minutes, font le tour du bâtiment qu'ils doivent garder avec des caméras thermiques. Donc on a évidemment toute une série d'applications là-dedans. Alors, publicité, art, on a vu la vidéo avant chinoise du record du monde. C'était aussi utilisé à la cérémonie d'ouverture des JO, ça je pense que vous l'avez peut-être vu. La grande image, c'est à Dubaï. Donc il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. Et puis là, je pense ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est plus des drones pilotés, hein, évidemment. Ce ne serait pas pilotable par 1300 personnes. Donc c'est des drones qui sont programmés. Et là, on voit en fait aussi l'avenir du drone. L'avenir du drone, c'est plus tellement le drone à piloter. Hein. C'est des drones qui volent tout seuls. Déjà, quand vous achetez un drone à 1000 francs, vous pouvez tracer sur votre iPad où il va, vous n'avez rien à faire. Hein. Il le fait tout seul, il décolle tout seul, s'il n'a plus de batterie, il rentre tout seul. Donc ça pose pas mal de questions aussi de responsabilité au final. Qui est responsable? Comment est-ce qu'on va faire avec ces cas où il est piloté automatiquement? Donc beaucoup d'applications aussi, on va dire, artistiques. Ça, c'est pour le moment le business numéro 1 des drones dans le B2B. C'est l'agriculture. C'est-à-dire que, en gros, on envoie un drone sur un champ. Je ne sais pas si on peut lancer la vidéo, ça montre un petit peu. On envoie un drone sur... Déjà, on définit son champ. Ensuite, le drone survole tout seul le champ et puis il tire énormément de données. Donc, on a tout un côté software là-dedans qui est intéressant. Donc, je ne sais pas, est-ce que l'irrigation est bonne? Est-ce qu'il y a même des maladies? Est-ce que c'est mal été planté? Donc, on a toute une série d'informations, les élévations, comme on le voit ici. Ensuite, on peut modéliser son champ, etc. Et ça a complètement changé la façon de gérer l'agriculture parce que faut voir, par exemple, qu'au Brésil, quelqu'un qui a une grande plantation de maïs, ça fait la taille du canton de Vaud. Donc, c'est plus gérable autrement. Donc là, ils envoient plusieurs drones qui survolent pendant des heures, qui font de la cartographie, et ensuite, ils envoient les machines pour traiter au bon endroit. Donc, ils utilisent moins d'engrais, etc., etc. Donc, très, très gros business. On a pas mal de sociétés en Suisse, une qui s'appelle SenseFly, qui est basée à Lausanne, une centaine de personnes qui a été rachetée par Parrot, un des constructeurs dont je vous parlais avant, qui fait ça. Beaucoup de débouchés en agriculture. Ensuite, livraison, on l'a vu avant. Alors, livraison, ça me fait toujours un peu rire, parce que c'est toujours un peu du buzz pour le moment, d'accord? Je ne crois pas qu'il a vu sa pizza qui était livrée, mais ça fait une bonne pub de dire que sa pizza a été livrée. Donc on a vu la même chose avec Amazon. Ils vont y venir, le futur est là, mais pour le moment, il n'y a pas grand monde qui se fait livrer encore avec des drones. Pour les questions qu'on verra après, parce que le drone, s'il survole des villes, on a des problèmes de sécurité, on a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte. Mais bon, on va dire que la livraison, il y a un futur là-dedans.
L'inspection, ça c'est EasyJet qui utilise déjà des drones pour inspecter les ailes et le dessus des avions. Donc ça c'est complètement utilisé aujourd'hui. Inspection avec ça. Et puis on voit le cas de la grande image en bas, c'est de l'assurance. Hein. Donc simplement ils vont faire des constats sur des toits via des drones. Le chiffre que j'ai lu, c'était que l'assurance représentait 7% du business du drone aux États-Unis, mais je ne sais pas si ce chiffre, si c'est 7% d'assurance vendue ou 7% d'utilisation de drone. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal utilisé en assurance aussi. Alors les enjeux, il y en a beaucoup hein, dans le drone, parce qu'il y a un petit côté joli des drones qui volent partout, mais en réalité, les problèmes, ils sont réels. Le premier enjeu, je pense, c'est la sécurité. Je ne pense pas que les gens seront très longtemps d'accord de se faire survoler par des drones. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de la Coupe du Monde de ski où il y a un octo, donc un très gros drone qui tombe derrière le skieur, mais 2 mètres derrière. Mais je crois qu'il le tuait. Hein. Enfin, je veux dire, le drone, il fait 8 kilos, il tombait de très haut. Donc on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes de licence, dont on parlera après. On a des gros problèmes d'espace aérien. Alors là, si je prends ma casquette pilote d'hélicoptère, j'aime pas du tout les drones. Parce que réalistement, un gros drone dans un anticouple, il n'y a plus d'anticouple. Hein. Donc c'est pas résistant, hein, ça explose tout. Hein. Et puis ben, ça c'est encore on va dire l'aviation générale, mais après on a de l'aviation de ligne où il y a quand même eu pas mal de cas. Le droit à l'image, on en parlera après. Le terrorisme, je ne pense pas que c'est un sujet du jour, mais c'est un sujet de beaucoup de gouvernements. Il y a plein de systèmes qui ont été créés pour essayer de lutter contre les drones. Voilà, donc c'est la fin de ma présentation. Ce que je voulais encore vous partager avec vous, c'est que c'est quand même assez intéressant, parce qu'on est parti de l'aviation pour créer des drones militaires, ensuite on a créé des petits drones, et maintenant on part des drones pour recréer des engins volants. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, maintenant il y a toute une série de sociétés qui développent des drones habités, donc 2 places, 4 places, qui n'ont plus de pilote, et ils sont entièrement basés sur une technologie de drone. On ne vient pas de l'aviation, on vient du drone, on vient des moteurs électriques, on vient des gyroscopes, on vient de là. Et ils sont en train de développer pas mal de choses là-dedans. Il y a des tests en vol, il y en a un qui vole à Dubaï. Je ne sais pas si j'irai dedans, mais on va dire que s'ils ne veulent pas trop, pourquoi pas. Et puis, donc, on est en train d'implémenter toute cette technologie dans des choses qui vont transporter des humains. Je ne pense pas que ce sera plus de 10 ans pour que ce soit fait. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Volontiers. Mathieu Foudy. On peut vous applaudir. Je vous prie de m'excuser pour l'affront des drones pour les nuls. On est un peu moins nuls maintenant. Grâce à vous, merci. Plaisir. On va ouvrir la discussion à des questions dans la salle, mais d'abord, on voit que ce soit dans le domaine du sauvetage, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la livraison, on est aujourd'hui aux prémices, au tout début du marché. Le marché est déjà en train d'exploser ou va exploser? Non, va exploser. Il est limité par des contraintes légales, sécuritaires. Donc tant qu'elles ne sont pas réglées, les problèmes de livraison, tant qu'on ne règle pas les problèmes d'espace aérien, il n'y aura pas de livraison. Tant qu'on ne règle pas les problèmes de sécurité, il y aura des blocages. Donc beaucoup de constructeurs, par exemple de drones, travaillent sur des systèmes de parachutes. Donc s'il y a un moindre problème, ils éjectent les hélices et puis ils retombent. C'est ce genre de choses qui doivent venir. Donc on est tout au début. On est tout au début. Et vous, votre vision du drone dans 10 ans, parce que vous avez dit que l'évolution technologique est spectaculaire, dans 10 ans, les drones seront pilotés donc tout seuls, visiblement. Alors, bien sûr, il y aura toujours des jouets. Hein. Les gens aiment bien jouer, mais c'est un marché qui est minuscule. Par contre, oui, ils seront entièrement pilotés tout seuls, ils s'auto-éviteront, ils intégreront le trafic aérien, ils seront plus sécuritaires au niveau justement des systèmes qui ne tombent pas sur les gens. Donc ça va être ça. Et moi, je suis convaincu qu'il y aura une pétée de drones. Une pétée de drones. Et après, bien sûr, ça va soulever des débats, etc., comme d'habitude. Hein. Mais le besoin il est tellement énorme. Je ne sais pas, je peux te donner n'importe quel exemple, mais si prenons un exemple local, les sauvetages du lac, il y en a dans tous les villages quasi. Si chaque sauvetage avait un drone, on pourrait demander à tous les drones de décoller en même temps pour chercher un véhicule-planchiste qui est perdu, ça prendrait 3 minutes. Chacun y couvrirait une région avec des caméras. C'est que des exemples comme ça, on n'a aucune raison de ne pas aller là-dedans. Donc ça va venir. Et dernière question, vous qui avez une entreprise qui fournit du contenu numérique, de films, est-ce que c'est la fin de votre business parce que tout le monde aura un drone et tout le monde pourra faire ses images, ou est-ce que vous pourrez continuer à vivre et à vous payer un... Non,
En résumant, tous les petits films, c'est la fin de notre business. Donc on n'a pas de raison, encore une fois, je l'ai dit avant dans l'immobilier, si vous voulez vendre une maison, faire 8 photos, vous n'avez pas besoin de nous. Par contre, pour ce qui est de filmer vraiment avec un drone, déjà filmer bien avec un drone, c'est une chose, et puis monter le film, c'en est une autre. Parce qu'on a le phénomène GoPro qui arrive maintenant, c'est que les gens ils rentrent du ski avec 4 heures de GoPro, bah là ils rentrent de vacances avec 6 heures de drone en vidéo, et puis ils en font quoi? En gros rien. Donc on a cette limitation aussi. Alors est-ce qu'il y a une question dans la salle? S'il y en a une, veuillez s'il vous plaît lever la main, et puis simplement on vous amène un micro. Pas forcément. J'en ai une dernière pour vous, M. Fouy. Par rapport au sauvetage, on a vu le cas concret. Est-ce que ça, on peut imaginer que d'ici 3, 4, 5 ans, on pourrait voir ça en Suisse? Qu'est-ce qui fait qu'en Australie, on puisse l'appliquer? Est-ce que les législations sont différentes et qu'on ne puisse pas appliquer ça en Suisse? Non, il n'y a aucune limite légale en Suisse pour ça. Alors si on parle de sauvetage sur le lac, hein, voilà, on voit ils sauvent des gens sur la mer, là on n'aurait pas de limitation à part les classiques CTR et autres qu'on va voir après. Après, du sauvetage, le défibrillateur en ville, c'est une pesée des intérêts. D'un côté, on va sauver quelqu'un, d'un autre, on met des gens à risque avec un gros appareil qui survole la ville. Donc là, on est plus sur un problème de législation. Mais ça veut dire que concrètement, on pourrait avoir ce système de sauvetage en Suisse sur les lacs, ouais, sans problème. Absolument. C'est purement... je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. D'accord. Merci beaucoup, M. Fouvier, on peut vous applaudir. Merci. Vous êtes pilote d'hélicoptère, vous l'avez dit, on va parler maintenant sécurité. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point parfois un tout petit geste anodin peut avoir des conséquences désastreuses sur votre environnement. Regardez. Voilà, c'était un film de prévention réalisé par la BBC. Merci d'accueillir André Schneider, directeur général de l'aéroport international de Genève. Monsieur Schneider, est-ce que c'est un... On peut l'applaudir, absolument. Monsieur Schneider, est-ce que c'est un scénario réaliste, plausible, ou est-ce que c'est simplement une fiction hollywoodienne? Je dirais ce film est quand même basé un peu sur ce qu'on appellera la loi de Murphy, c'est-à-dire tout ce qui peut aller faux va faux. Après, en très peu de temps. En très peu de temps. D'autre côté, c'est vrai, si un avion ou un hélicoptère sont touchés qui mettent en doute leur motorisation, et peut-être un exemple plus réaliste, c'est l'accident qu'on a eu aux États-Unis où, pour ceux qui ont vu les photos, il y a une turbine qui s'est mangée elle-même, qui a d'ailleurs tué une passagère parce qu'elle a été aspirée vers l'extérieur. C'est tout à fait possible. Après, je dirais, je ne suis pas un super spécialiste, mais c'est vrai, il y a quand même dans tous ces domaines pas mal de systèmes qui permettent de quand même continuer d'atterrir, même si on a des défaillances. Alors là, je ne vais pas trop m'aventurer, mais comme j'ai dit, on n'est jamais à l'abri. Et d'ailleurs, le plus grand défi pour nous, c'est pas tellement que ça pourrait arriver, ça naturellement on va éviter, mais il ne faut pas oublier, et je vais essayer de présenter ça après derrière, c'est que quelque part, nous, on va prendre les précautions maximales. C'est-à-dire, si on pense qu'on a un drone qui s'approche de l'aéroport, nous, on va commencer à détourner les avions.
Alors, il faut voir que quelque part, c'est dans cette Plutôt que de optique-là. faire enlever le drone, en fait. Ça vous prendra plus de temps. Je de vais faire expliquer. Le problème, c'est d'enlever un drone et on va voir. Il y a pas mal de gens qui y travaillent, mais c'est pas aujourd'hui aussi simple que ça. Et on va donner quelques exemples. Alors je vous laisse pour votre présentation. Merci beaucoup. D'accord, merci. Alors, voilà. Alors, juste pour vous dire, alors pour nous, les drones, c'est vraiment une question de sécurité. Et pour vous donner un peu une petite impression, je vais juste vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Genève Aéroport, la densité, parce qu'un des défis, alors on a vu plein de super exemples, mais c'est typiquement dans des pays où il y a une densité de population nettement moindre, on est beaucoup moins empilé. En Suisse, déjà l'espace aérien, il est super occupé. Pour ceux qui font l'aviation générale autour de Genève, ils savent que dans ce temps, il faut attendre très longtemps avant qu'on peut décoller ou atterrir. Et le fait est vraiment, là, ça va devenir compliqué. Et là aussi, on peut se poser de temps en temps la question si par exemple un taxi drone est vraiment la solution pour Genève ou pas. Parce qu'on est dans une autre situation et pour prendre les machines de CPR, il faut quand même savoir aujourd'hui, on a déjà des applications en Suisse qui permettent de localiser toutes les CPR et vous allez voir, si vous allez sur ces applications, vous avez déjà dans les bâtiments autour pas mal. Alors peut-être il y a d'autres réponses à certains trucs, mais néanmoins. Alors juste pour vous donner vite une impression de Genève, alors d'abord il faut quand même savoir, on existe depuis 1920. Et là, vous voyez un peu les images, comment ça a évolué. Et c'est vrai, quand on a commencé, on était un tout petit champ d'aviation, avec peu d'avions. Et là, maintenant, on s'approche quand même d'un aéroport avec beaucoup de trafic. Et pour vous donner juste quelques idées, on a aujourd'hui 17 350 000 passagers, mais surtout 190 000 mouvements par année. Je vous laisse faire le petit calcul, ça représente beaucoup de mouvements par journée. Et vous pouvez vous imaginer, si tout d'un coup vous avez un drone au milieu, ça peut créer pas mal de problèmes. De ce fait-là, pour nous, c'est vraiment un défi très important, mais surtout un défi aussi très important parce que les drones ont quelques désavantages. Aujourd'hui, quand même, tout ce qui est dans l'aviation ont des équipements qui permettent de détecter un avion ou un hélicoptère ou d'autres moyens de vol, et de savoir qu'est-ce qu'ils font, et typiquement ils sont occupés par une personne, c'est-à-dire quand notre tour de Skyguide a un avion qui vient dans une zone où il ne devait pas venir, sauf naturellement en cas exceptionnel, on peut en parler et on peut en discuter, qu'est-ce qu'on en fait. Il est relativement difficile de parler à un drone, et encore pire, ce qu'on va voir après, la majorité des drones peuvent être que contrôlés, en tout cas aujourd'hui, par celui qui est le détenteur du drone. On peut à la limite encore brouiller le contact ou le brouiller un peu, mais là déjà un des problèmes qu'on va voir nous, je vais déjà aller un peu plus loin, c'est quelque part que ces drones sont bien équipés, vous l'avez d'ailleurs expliqué juste avant. Alors si vous brouillez par exemple la connexion entre un drone et un utilisateur de drone, le drone, la majorité des drones ont une fonction qui s'appelle va à la maison, c'est-à-dire il va retourner là où il est parti. Alors je vous laisse juste imaginer, ça nous est d'ailleurs déjà arrivé, vous avez un type qui vole à une des extrémités des pistes, autour de la piste, et il se trouve au nord, et lui il est au sud. Là on n'a pas brouillé, mais il a perdu le contact. Alors qu'est-ce que fait le drone? Il traverse directement la piste, sans rien, et il n'y a plus personne qui a le contrôle, parce qu'il est en mode autofonctionnement. Alors vous imaginez un peu. Mais pour vous donner déjà aussi un peu des indications, et je pense que M. Fanti après va donner beaucoup plus d'éléments, c'est un peu de savoir qu'est-ce qu'est la régulation suisse dit. Aujourd'hui, c'est contrôlé par le régulateur de toutes les opérations aériennes, c'est l'OFAC, l'Office fédéral d'aviation civile. Clairement, ils sont dans la même législation que des avions de modélisme. Ça laisse déjà un peu songeur. Et surtout, s'ils sont en dessous de 30 kg, il y a peu de contraintes, sauf très important, on ne peut pas survoler des groupes de personnes. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'on a une zone d'exclusion de 5 km autour d'un aéroport. Maintenant, vous vous remettez à Genève, je ne sais pas combien de gens sont ici de Genève, si vous mettez les 5 km autour de l'aéroport de Genève, je peux vous dire, vous couvrez la moitié de la ville, et je défie tout le monde de pouvoir contrôler s'il n'y a pas un drone quelque part dans un quartier de Genève qui monte, qui ne devrait pas. Alors là, il y a déjà une première difficulté, c'est que la régulation qu'on a, elle est très 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 difficile à mettre en œuvre. Et le deuxième détail, et ça vous voyez le petit trou là dans le rond, on est aussi à la frontière de la France, qui a une autre législation, qui d'ailleurs permettrait de venir jusqu'à 50 mètres de la zone de l'aéroport avec un drone.
Et le dernier point, comme j'ai dit, c'est très souvent des machines qui sont relativement légers. Alors il n'y a pas que des gros trucs, et qui veut dire qu'ils sont très souvent même pas détectables sur les radars qu'on utilise. Ce qui nous rend quand même assez en souci, et comme j'ai dit, très souvent on détecte des drones, mais on ne peut rien y faire parce qu'on ne sait pas où est l'opérateur et on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors voilà. La situation actuelle, il faut quand même dire, aujourd'hui, on pense que jusqu'à l'année passée, on a vendu au moins 100 000 drones en Suisse. Hein. Et là, on est quand même encore à, je dirais, 95%, c'est des drones à utilisation amateur. Hein. On a un certain nombre d'opérateurs professionnels, nous on en travaille aussi, mais il y en a quand même beaucoup. On a fait vite, j'ai vite fait une petite enquête. En 2016, on a quand même eu 48 incidents autour des aéroports avec des drones. Alors on a eu 28 pilotes qui ont alerté le contrôle aérien qu'il y avait un drone à proximité de l'avion. 5 on a eu aussi à l'étranger. Alors ça ne se passe pas qu'en Suisse. Et il y a aussi eu des cas avec des tests de drones. Et finalement, heureusement jusqu'à là, on n'a pas eu d'accident aujourd'hui. Alors en Suisse, il n'y a encore pas eu d'accident entre un avion et un drone. Par contre, on a vu quand même que de plus en plus, parce que vous avez parlé des gens qui aiment prendre des photos des maisons, nous on a une autre classe, c'est les plane spotters. Hein. C'est des gens qui aiment bien prendre des photos des avions. Comme ils ne peuvent pas se rapprocher infiniment de la piste, ben, on voit de plus en plus de gens qui viennent avec des drones. Et par exemple, à Zurich, on a eu quand même, en l'année passée, on a eu au début de l'année passée au moins 4 incidents où des spotters ont essayé de prendre des avions à l'entrée de la piste avec un drone. Et la problématique qu'on a avec ça, c'est que quand on détecte un drone sur notre territoire, nous, typiquement, on va arrêter les opérations ou les ralentir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Et nous, notre responsabilité, et aussi du contrôle aérien, c'est d'assurer la sécurité maximale. Ce qui veut quelque part dire on est quand même très exposé. Finalement, il y a l'autre problématique, c'est que quelque part, ces incidents ne sont pas traités par le régulateur, mais ils sont soumis aux tribunaux normaux qui doivent faire une enquête et autres. Et finalement, il y a aussi eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été lancées par l'agence suisse qui s'en occupe de ce type d'incident avec des avions. Et finalement, il y a aussi une consultation qui a été lancée par l'Europe, parce qu'il faut quand même savoir, le monde aéroportuaire et aéronautique est réglementé d'abord internationalement par l'OACI et après par l'Europe, les EASA. Et finalement, en beaucoup de cas, on n'applique que les lois ou les règles globales. Et justement, aujourd'hui, un des défis qu'on a, c'est que les drones ne sont pas réglés globalement. Ils sont réglés chaque pays de sa propre manière. Et comme j'ai dit, alors, on peut parler du risque terroriste, mais aujourd'hui, en tout cas pour les opérateurs d'aéroports, le drone n'est pas encore un vrai risque terroriste, il est avant tout un risque de sécurité, c'est-à-dire protection des passagers et des avions sur notre site. Quels sont nos défis ? Comme j'ai déjà dit, on voit un nombre croissant de drones et la problématique qu'on a, c'est que très souvent, comme ils n'apparaissent pas sur le radar, on les détecte que quand ils sont très proches de la limite et on n'a très souvent pas du tout la capacité d'intervenir. Comme on a dit, même les 5 km sont très souvent pas assez suffisants, d'abord parce qu'on ne peut pas les vraiment faire suivre les règles, et là on va de plus en plus aussi aller vers le besoin que finalement c'est les drones eux-mêmes qui disposent de systèmes de no-fly zones qui peuvent être imposés par des autorités de chaque pays pour clairement dire là un drone ne peut pas y aller. Et par exemple des drones de DJI, ils ont déjà ça. Alors, ça ne s'applique pas encore sur l'aéroport de Genève, mais par exemple, si vous voulez faire voler un DJI au-dessus du stade de Suisse à Berne, il ne volera pas. Il est une zone d'exclusion. Et finalement, il est aussi toute la problématique, quand on va en drone, comment savoir qui le opère,
quel est et comment on peut y arriver de prendre le contrôle et qu'est-ce qu'on doit en faire. Parce qu'aujourd'hui, quand nous on va en drone, et ça on a eu plusieurs incidents, ben, on va superviser qu'ils ne s'approchent pas trop, mais typiquement, à part envoyer des patrouilles de police pour aller vers la zone où on le va voler, on n'a pas tellement de moyens. Alors il y a aussi un certain besoin, et je vais en parler quand je parle de solutions, en fin de compte disposer d'un registre qui permet de immédiatement détecter un drone et savoir à qui il est et de pouvoir prendre les contrôles. On a aussi besoin de développer les radars du sol, parce qu'aujourd'hui on est bien préparé pour toutes les intrusions, je dirais, d'autres avions dans une zone aéroportuaire, mais pour l'intrusion au sol, et les drones sont typiquement très bas, on n'est pas forcément équipé, et là on est en train de développer aussi à Genève Aéroport des moyens. On n'a pas non plus, et là je viens un peu sur l'utilisation professionnelle. Il y a quand même beaucoup d'utilisations. Une a été mentionnée, c'est le contrôle des fuselages des avions. Mais nous faisons par exemple déjà aujourd'hui avec SkyGuide, où SkyGuide fait les contrôles des systèmes d'atterrissage automatisés avec des drones, parce que ça nous évite d'aller voler avec des avions pour les calibrer. Et là, il y a aussi un besoin de définir comment on opère ça sur une plateforme, parce qu'on a plusieurs acteurs, pour assurer que ça se rentre le temps. Finalement, il y a aussi la difficulté de dire comment peut-on mieux éduquer et former les gens qui sont plutôt des utilisateurs récréationnels. Parce que la difficulté, c'est un opérateur professionnel, typiquement, il a fait une certaine formation. Là, on a besoin de former les gens, et on l'a vu dans le film de la BBC, même si c'est un peu catastrophique, c'est que les gens ne se rendent pas forcément compte des implications de certains actes qu'ils prennent. Et là, on a vraiment un besoin nécessaire de les former. Et finalement, la problématique, comment on gère le cas quand on veut finalement neutraliser un drone, sans qu'on ne crée un problème plus grand, comme j'ai expliqué avant, c'est-à-dire ces retours à la maison ou autres fonctions. Il faut à tout prix éviter qu'à un moment, une action qu'on prend sur le drone, parce qu'il y a plein de systèmes, il y a des aigles, il y a des canons qui brouillent la communication et autres, que ça ne déclenche pas juste une réaction automatisée du drone, qui est encore pire parce que là, on n'a plus de contrôle. Alors, il y a vraiment un besoin d'avoir vraiment un système automatisé, de prendre le contrôle du drone, mais pouvoir lui indiquer qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Et finalement, il y a aussi toute la problématique, c'est parce qu'on peut voler proche d'un aéroport dans la zone de 5 km, mais il faut avoir une autorisation. Et la difficulté, c'est que c'est à SkyGuide à délivrer une permission de voler, mais après on voit très souvent que les règles qui sont mises ne sont pas données, et on a eu à plusieurs fois le cas où un vol qui n'était pas permis, exemple, on a un garage juste à la sortie de la piste direction France, qui voulait faire des vols avec un drone pour faire des jolies photos de leur garage en aérien. Ben, ils n'ont pas eu la permission parce que c'était une journée très chargée. Ils ont quand même dû voler. On a eu je ne sais pas combien de patrouilles policiers qui ont descendu sur ce garage pour finalement reprendre le drone et arrêter tout ça. Alors on est aujourd'hui vraiment dans comment dire, on a le problème majeur qu'on a aujourd'hui. Il y a des règles, mais ils sont extrêmement difficiles à appliquer, et on voit très souvent que les gens ne les connaissent même pas. Et pour nous quand même, l'importance c'est la sécurité première. Pour nous, ce qui prime totalement, c'est qu'avec tout ça, on assure que l'opération n'est jamais mise en danger. Et c'est là où on est vraiment dans un système où il faut être plus restrictif avec les utilisateurs amateurs ou professionnels, parce que pour toutes les autres opérations autour de l'aéroport, ben, vous n'avez pas le droit de le faire. Je veux dire, ça prime toujours les besoins de l'aéroport. Et là, dans ce domaine-là, on n'est pas du tout encore là. Peut-être juste un exemple, SkyGuide a reçu le mandat de la Confédération de développer un système qu'on appelle UTM, c'est Unmanned Traffic Management, c'est-à-dire comment pourrait-on développer un système qui permet de gérer des drones sans qu'on ait besoin de contrôleurs aériens, parce que là il faudrait avoir, imaginez-vous, avec 100 000 drones, et il y a toute une panoplie des choses autour, c'est d'avoir des connaissances de où voler, le positionnement en temps réel, un système de reporting, il faut avoir des licences, il faut avoir des registrations, il y a tout ça qu'il faut, et aussi un système de contrôle direct qui permet de directement contacter un drone, de lui interdire un accès, parce qu'il peut y avoir des zones de non-survol qui sont temporaires, tout ça.
Et pour vous donner un petit exemple, je vais vous montrer un petit film qui a été fait par Skyguide justement parce qu'ils ont fait la démo l'année passée. Ils sont relativement avancés, mais c'est vrai que nous, on attend le déploiement de ce système parce qu'on peut prendre des actions dans le cadre de l'aéroport de Genève unilatéral, mais ça ne résoudra rien parce que nous n'avons pas le contrôle en dehors de notre zone. Et quand un drone arrive finalement à la frontière de l'aéroport, c'est probablement déjà nettement trop tard. Voilà. Et ça a été fait au bord du lac. Et c'est la première démonstration d'un système intégré qui permet vraiment la localisation et permet surtout aussi à des opérateurs, et là on parle aussi beaucoup d'opérateurs professionnels, de pouvoir repérer où est le drone, qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et là, on voit justement comment on peut donner à ces drones des zones, ils ont droit de voler et qu'on peut interactivement changer cette zone et mettre des zones de non-permission de vol. Et ça permettrait aussi d'automatiser les demandes de survol de zones restrictées qu'un opérateur comme Skyguide peut donner après les réponses si c'est possible ou pas. Et c'est sur un système qui permet de baser les données qui sont utilisées par Skyguide pour la gestion des avions, de mettre ensemble avec les données qu'on a sur des drones. Et peut-être dernier point avant d'arrêter, oui j'ai déjà dépassé un peu mon temps, juste on ne trouve pas toujours les drones non plus là où on les attend. Le dernier incident qu'on a eu, c'était un drone à 9000 pieds en dessus du Salève. Ça fait quand même à peu près 3000 mètres, et là on est déjà dans la zone de survol. Et je dois dire, on sait tous, alors on n'a pas pu le choper parce que c'est sur côté français, hein, on les a dénoncés, mais surtout on s'est posé la question, qu'est-ce que cet conducteur de drone voulait vraiment faire à 9000 pieds, parce que là il est très élevé. Mais il est vrai, là on est aussi un peu confronté à des gens qui veulent essayer des choses, ce que je peux comprendre, mais c'est un peu comme si vous aurez tout à coup quelqu'un qui prend la même approche à l'utilisation de l'autoroute et pourrait tout à coup essayer de rouler dans le sens inverse. Il y a une certaine difficulté de faire comprendre à tout le monde des risques qu'il prend pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et je répète encore une fois, nous vivons dans un pays, en Suisse, qui est hautement dense, ce qui veut dire qu'il est très difficile de pouvoir voler quelque part où on ne prend pas le risque de survoler des groupes de personnes. Et deuxièmement, où quand même, déjà aujourd'hui, nous avons des défis majeurs de accommoder tous les besoins d'utilisation de l'espace aérien pour les aviations de ligne, mais aussi d'aviation générale et d'affaires. Et que c'est vrai, si aujourd'hui, tout à coup, il y en a 100 000 ou 200 000 ou 300 000 détenteurs de drones veulent s'immiscer là-dedans, on va avoir un problème et on va devoir se retrouver de prioriser. Et c'est vrai, ça va aller plutôt vers une restriction pour les utilisateurs amateurs, pour aussi pouvoir sauvegarder certains utilisateurs professionnels qui ont tout à fait la raison d'y être et de pouvoir le déployer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur André Schneider, de l'aéroport international de Genève. Juste par rapport à la vidéo que vous avez montrée, donc c'est le Conseil fédéral qui a donné ce mandat à Skyguide de créer ce système de gestion de trafic aérien pour les drones. Oui.
Donc le système fonctionne comment? À savoir que j'ai vu qu'on a pu identifier donc, la personne qui avait ce drone avec sa carte d'identité. Tout à fait. Est-ce que le système arrive à prendre le contrôle du drone ou est-ce qu'il arrive simplement à délimiter des zones où le drone ne pourrait plus aller? Comment ça se passe? Alors, ce système dépendra fortement de la collaboration de tous les producteurs de drones, parce que ça veut aussi dire que le drone doit soi-même être capable de se rendre compte quand il rentre dans une zone. Parce que sinon, on est de nouveau totalement dépendant si l'opérateur du drone a accès aux mêmes données et tout ça. Alors, l'idée derrière, c'est vraiment qu'on aurait des drones qui, en cas d'urgence ou d'exclusion, donneront accès à un contrôleur de prendre le contrôle et le poser pour justement éviter qu'on passe dans ces modes automatisés où tout d'un coup, il décide de retourner quelque part et finalement traverser la piste, ce qu'il ne fallait justement pas faire. Bon, les opérateurs utilisent maintenant, vous l'avez dit, c'est une non-flight zone où on ne peut pas voler, où le drone ne décolle pas du tout. Est-ce que ces drones qui ont quand même la possibilité d'éviter aujourd'hui des arbres, ils ont des systèmes de détection, est-ce que demain, ils auront un système de détection des avions ou des hélicoptères, justement, avec peut-être une détection un peu plus lointaine qu'un arbre ou un objet quelconque? Je dirais, alors, technologiquement, on ne sait jamais où ça s'arrête, mais aujourd'hui, quand même, ces méthodes de détection de collision sont quand même à distance très courte. Et franchement, on ne voudrait pas avoir le drone qui s'approche à 1 mètre d'un avion avant qu'il décide que finalement il est en face d'un grand avion et qu'il devait retourner. Parce que ça déclencherait un nombre d'actions, parce qu'on ne pourrait pas forcément être sûr que le drone est capable de gérer ça. C'est pour ça quand même qu'on a quelque part besoin d'une autorité, comme c'est d'ailleurs aujourd'hui dans l'espace aérien, une autorité qui puisse indiquer un certain nombre de choses et de prendre le contrôle si nécessaire, si on ne se comporte pas comme il faut. C'est là la difficulté, parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, les acteurs du monde aérien sont tous avec une personne dedans. C'est-à-dire, s'il y a un problème, on peut prendre contact avec cette personne et décider avec elle. Après, il faut qu'elle fasse tout ce qu'il faut comme il faut. Hein. Je veux dire, c'est pas toujours assuré non plus. Mais au moins, on a un contrepartie. Dans un drone, pour autant qu'il ne l'a pas prévu, vous n'avez pas de contrepartie. Les nouveaux drones, par exemple, à Dubaï, où on intègre des gens dedans, est-ce qu'on peut leur parler? Est-ce qu'on peut parler? Alors, je dois admettre, peut-être M. Fanti peut répondre ça, parce que semble-t-il, il est un peu plus impliqué là-dedans, mais c'est clair, on va aujourd'hui vers des drones de plus en plus interactifs qui permettent ce type de choses. Mais... Juste, ouais, M. Fanti, sur cette question-là, est-ce qu'on peut parler dans ces drones qui fonctionnent à Dubaï? Est-ce qu'on peut avoir un contact avec les personnes qui sont à l'intérieur? Alors, effectivement, il y a un contact. Je vous en parlerai tout à l'heure lors de la présentation, parce que j'ai pu aller... grâce à l'accord du gouvernement de Dubaï, voir comment ils avaient prévu ce vol, mais ils n'ont pas encore résolu les problèmes qui viennent d'être évoqués. Donc pour l'instant, si vous voulez, on a des vols tests, mais ce n'est pas encore terminé en termes de l'ensemble de la régulation des systèmes. Merci pour cette précision. Finalement, ce que vous nous dites, M. Schneider, c'est qu'en fait la technologie, elle est nettement en avance par rapport à la régulation, à la réglementation. Aujourd'hui, elle a pris le pas sur la réglementation. Je dirais, quelque part, on est dans une situation où on a créé, on l'a entendu aussi dans la première présentation, on a créé une chose qui s'est démocratisée beaucoup, sans qu'on ait forcément réfléchi et qui a développé vraiment aussi des capacités technologiques, parce que pour avoir un drone qui vole à 3000 mètres de haut, je veux dire, c'est déjà pas mal, et qui, quelque part, tout d'un coup, maintenant, nous pose ce problème, qu'est-ce qu'on en fait ? Et il est vrai que la gestion d'espace aérien, elle est déjà en soi très compliquée. Et là, tout d'un coup, on a un accès d'une démocratisation énorme à quelque chose qui est avec beaucoup d'acteurs qui ne sont pas formés, ni connaissent pas, qui ne sont pas professionnels. Et c'est vrai que là, on a un vrai défi. Et on le voit même avec des acteurs professionnels qui font par exemple des films, mais qui sont nullement conscients de toutes les implications quand ils sont proches d'un aéroport et autres. Et c'est là où on a vraiment un défi de mise à plat en tout le monde et probablement le besoin de donner de les forcer de se registrer ou s'enregistrer et probablement aussi de faire des formations et certaines choses. Juste pour vous donner un exemple, si vous êtes un conducteur de voiture, si vous voulez conduire sur un tarmac, vous devez faire un nouveau permis. Et c'est vraiment, il faut aller vers un système où on force les gens de démontrer qu'ils ont vraiment compris l'autre gestion de cet espace et les règles à suivre. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un souhaiterait profiter des compétences de M. Schneider? Moi, j'en ai encore une, M. Schneider. Oui, monsieur. Ou madame, pardon. Je ne vois pas très bien avec les...
Spot, madame. Bonjour. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que dans d'autres pays, la législation est plus avancée? Alors, je ne suis pas le super spécialiste non plus, mais on s'est un peu informé. Alors, c'est un peu en ordre dispersé. Par exemple, en Allemagne, on va vers une législation super restrictive, hein, qui alors, comme j'ai dit, en Suisse, en dessous de 30 kilos, il y a pratiquement, vous pouvez vous acheter le truc, vous pouvez aller voler, pour autant que vous ne rentrez pas dans les zones d'exclusion et autres. En Allemagne, on va vers un système, il faut s'enregistrer et qu'il y a des limitations très très fortes, qu'est-ce que vous pouvez faire avec et autres. Mais la difficulté que je vois, c'est que la gestion de l'espace aérien n'est pas une affaire nationale, c'est une affaire internationale et c'est un peu, pour un aéroport comme Genève où on est juste à la frontière de la France, ça va devenir un casse-tête sans fin si j'ai d'un côté une législation qui dit A, l'autre côté quelque chose qui dit B, comment je vais me retrouver là-dedans? Parce que pour finir, il faut quand même pouvoir gérer la sécurité de nos passagers, de nos avions sur notre plateforme. Et c'est là où je dirais, on attend vraiment aussi un peu des institutions comme l'EASA, qui est l'instance de sécurité d'espace aérien, mais aussi de l'OACI, qui est l'instance mondiale de l'aviation civile, de montrer un peu l'exemple et d'imposer certaines choses. Mais là, on arrive un peu à la limite entre où des gens disent, mais moi j'ai la liberté personnelle, je peux m'acheter un drone, je veux faire ce que je veux, et les restrictions qu'on rentre dans l'espace aérien, qui est quand même un domaine extrêmement régulé. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Schneider. Merci, on peut vous applaudir. Pour toutes ces informations concernant la sécurité, vous l'avez dit, il y a à peu près aujourd'hui 20 000 drones recensés en Suisse, mais vous avez parlé de 100 000, mais 20 000 je crois recensés en Suisse. Donc une probabilité évidemment plus forte qu'on vous filme tranquillement installé sur votre balcon pour une petite session bronzette. Quelles sont les contraintes légales et réglementaires à connaître avant d'ouvrir l'emballage de votre futur drone? Et qu'est-ce que va changer dans le futur le projet de loi fédéral sur la protection des données? Je vous laisse le parterre et le micro, Monsieur Fanti. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat, notaire et préposé cantonal de la protection des données en Valais. Alors je vais peut-être commencer par vous expliciter comment j'ai été confronté au drone la première fois. C'était assez simple. On représente dans mon mandat d'avocat un des principaux fabricants de drones de combat. Donc on a dû effectuer un travail pour émettre des conditions générales. Lorsque le fabricant de drones de combat nous a demandé ce projet, on lui a livré un projet avec des zones d'exclusion temporaire. Nous avons demandé au fabricant de ne tuer personne pendant certaines périodes de l'année. Ça peut vous paraître complètement fou, mais c'est une application des conventions de Genève. On a voulu éviter une guerre comme elle s'est déroulée entre Israël et l'Égypte, notamment pendant des périodes prohibies. Et le fabricant de drones de combat nous a immédiatement résilié le mandat en disant « Je vais engager des avocats, pas des éthiciens, pas des moralistes, pas des gens qui viennent m'expliquer quand est-ce que je dois faire la guerre ou pas. » C'est un vrai problème pour nous. Parce que lorsqu'on accepte de représenter un client qui a des drones qui sont actuellement engagés sur des théâtres d'opération où on doit aussi le conseiller sur les règles d'engagement de ce drone, c'est-à-dire quand est-ce qu'on tue, qui on tue, dans quelles conditions on tue, je peux vous dire que vous dormez assez mal. 6 mois plus tard, le patron de cette entreprise est revenu nous voir en disant « J'ai compris, vous avez raison, on doit fixer des règles. » Et donc on a commencé à réfléchir à ces règles. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin que simplement le fait d'avoir joué à la maison et de pouvoir blesser quelqu'un ou détruire un bâtiment, etc. C'est un outil, c'est un objet qui peut tuer des gens et qui facilement peut être modifié pour tuer des gens. On a eu des démonstrations de drones qui ont été équipés avec des armes. Même le recul d'un pistolet peut être aujourd'hui géré par un drone. Donc ces drones-là représentent nativement un danger. Et on a un danger supplémentaire qui peut être ajouté par une intervention de l'homme. Le deuxième exemple que j'ai eu est beaucoup plus amusant, c'est donc une démonstration d'une police cantonale avec son magnifique drone à 85 000 francs. Nous sommes tous alignés, les invités, sur une ligne dans le canton du Valais. Le drone décolle, direction Saxon, on le cherche toujours. 85 000 francs remis au budget l'année suivante dans le même canton. J'espère pour vous que vous n'êtes pas l'assureur de ce drone, mais enfin, tout ceci vous démontre qu'on a des difficultés qui sont extrêmement importantes. Alors, on va en parler. Lorsque j'ai été nommé préposé, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'émettre une note rouge, c'est-à-dire
j'ai écrit à mon gouvernement pour le rendre attentif à un danger. Le premier danger, c'était l'utilisation des drones pour faire évader des gens dans les prisons. On n'a pas de moyen de lutter là contre. On a des filets anti-drones, mais on ne peut pas les abattre. On va en parler tout à l'heure. On ne pouvait pas les brouiller à ce moment-là, etc. Donc on a un vrai problème de sécurité. Et lorsque vous allez voir un gouvernement qui vous lui dit « il faut réguler », vous avez une capacité législative résiduelle, une compétence législative résiduelle, allez dire qu'on n'a pas le droit de voler sur les écoles, allez dire qu'on n'a pas le droit de voler sur les hôpitaux, sur les foyers de femmes battues, allez dire qu'on n'a pas le droit de voler sur les hôpitaux psychiatriques, sur les prisons, sur les tribunaux, etc. On vous regarde en disant « il est fou ». Et bien aujourd'hui, on ne me regarde plus comme ça, parce qu'on a compris les problèmes. Les problèmes, c'est quoi? L'année passée, à Sion, dans une cour d'école, un parent qui en avait assez que son enfant se fasse taper par ses camarades a fait voler un drone pour surveiller le déroulement de la cour de récréation. Il a fallu intervenir pour dire on n'a pas le droit d'utiliser un drone dans une cour de récréation. On a des drones qui ont survolé le stade de Tourbillon pendant un match. On ne savait pas si c'était la police qui les faisait voler ou si c'était des gens qui voulaient assister à une bagarre entre supporters. On a plein de risques qui se matérialisent tous les jours. Par contre, les règles, vous allez très rapidement comprendre qu'elles sont extrêmement difficiles à appliquer, comme il a déjà été dit. Donc, les opportunités, parce qu'il faut aussi parler d'opportunités, elles sont infinies. En Suisse, on a un avantage par rapport à nos voisins, même s'il faut quand même relativiser. On a plutôt des petites sociétés extrêmement spécialisées. Le rachat par Parrots d'une entreprise lausannoise le démontre. On n'est pas des leaders de marché. Ce n'est pas nous qui allons donner le trend. Ça se passera ailleurs. Alors, soit on est capable de réguler, auquel cas on peut aussi proposer notre régulation au reste du monde, soit on n'est pas capable de réguler, et cette régulation interviendra par nos voisins. Lorsque je suis allé à Dubaï la dernière fois, c'était l'an passé, j'ai demandé à rencontrer le responsable de l'aviation civile de Dubaï pour voler dans ce drone. Drone, donc, qui est un drone autonome, drone taxi autonome. Je ne savais pas vraiment que c'était un membre de la famille royale du prince, la famille princière là-bas. Donc je suis allé comme un bon valaisan, avec mes chaussures, mon jeans, et je suis arrivé là-bas, et le monsieur, il m'a reçu officiellement, m'a présenté son programme, et il m'a dit la chose suivante. C'est de la publicité, ce drone autonome. On n'a aucune règle pour l'encadrer. On l'a fait pour l'expo. Ah bon? Oui. Alors on aimerait vous engager pour réguler maintenant dans la ville tous ces drones. Ah ben là on a un petit problème. Eh bien le problème c'est exactement celui-là. C'est qu'aujourd'hui à Dubaï on peut faire voler ce drone autonome. Il n'y a aucun problème. On va faire un magnifique film publicitaire pour la ville en disant venez en vacances à Dubaï. Par contre, le jour où vous aurez ces drones qui décollent en ville, plus les drones utilisés par les Dubaïotes qui sont très friands de drones, il m'a dit on va avoir une catastrophe. Donc il faut réguler. L'opportunité, elle est là. Le marché, il est là. Vous l'avez vu, 20 000, 100 000, ça fait beaucoup d'argent. Donc, je ne vais pas parler de la réglementation parce que c'est mon camarade qui va me suivre, hein, qui va parler de la réglementation de l'utilisation du drone en vertu des règles qui sont fixées par le Festival de l'aviation civile. Je vais vous parler plutôt de la protection des données. On a une commune lucernoise qui a eu pour idée, donc ça c'est pas tout à fait nouveau, d'utiliser les drones pour les constructions illégales. Imaginez à Verbier, il faudrait qu'on engage une flotte de drones, de façon quasi permanente. Je plaisante évidemment, mais certains apprécieront peu ma plaisanterie, mais c'est vrai que quand on a plusieurs centaines de constructions qui donnent sujet à débat, on pourrait envisager ces drones. On pourrait aussi aller voir le service des contributions, et puis se dire, dans tout le canton, on va faire décoller des drones, puis on va voir qu'il y a une piscine, puis comment ils ont financé la piscine, qu'ils n'ont évidemment pas déclaré, et puis on va commencer, ça va être à la finie. On va surveiller les voitures, savoir si réellement le véhicule de X est en leasing, ou s'il appartient à la personne, si on a bien rempli la déclaration correctement. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Lucerne. On a voulu surveiller les constructions illégales. Et le préposé s'est opposé, et donc le Conseil d'État a perdu ce procès, puisque le tribunal cantonal lucernois, mais c'était assez prévisible, a dit que c'était excessif, puisque c'est une question de proportionnalité. Si on peut faire ces contrôles pour savoir si la construction est illégale autrement et en engageant moins de moyens, il n'y a pas de raison d'utiliser un drone. C'est ça, c'est ce point d'équilibre qu'on a trouvé entre l'opportunité et le risque. Alors, lorsque vous avez des données personnelles qui sont collectées par un drone, je vous donne un petit exemple. J'ai un juge au tribunal fédéral qui m'appelle un matin, il était furieux. Il me dit, c'est toi le responsable. Alors, maintenant, j'ai un drone qui survole mon jardin, j'en ai ras-le-bol, je suis en short et petite liquette pour passer ma tondeuse, j'ai mon voisin qui me filme, je veux abattre ce drone avec mon jet d'eau, qu'est-ce que je risque? C'était assez amusant. En réalité,
effectivement, il risque quand même quelque chose. Est-ce qu'il y a une violation de domicile du fait que ce drone est trop bas? Alors, ça n'a pas été fixé, ce que constitue le domicile dans l'espace par l'utilisation du drone. Ça va être fixé à un moment donné. Il y a des auteurs qui ont écrit sur cette question. Mais on n'a pas encore de solution bien arrêtée. Donc, vous voyez que là, lorsqu'on a quelqu'un qui vient et qui filme, il a une collecte de données. Cette collecte de données, elle se fait à l'insu, très souvent, des gens qui sont filmés. Alors la question, c'est de savoir s'ils sont reconnaissables ou pas, s'ils sont identifiables ou pas. Alors je donnais ce conseil à une station de ski, on parlait à Zermatt d'un drone autopiloté pour descendre une piste de ski. Alors quand on m'a dit ça, je leur ai dit, alors vous savez quoi? Première des choses à faire, c'est que ce drone, jamais vous permettez à un Américain de l'utiliser. Ah bon, pourquoi? J'ai dit, alors je vais vous expliquer deux choses. La première des choses, c'est que vous avez M. Jones qui descend sa piste de ski à Zermatt. D'accord? Alors, M. Jones, voilà, il descend sa piste de ski, il a fait son film. Vous avez mal sécurisé, on voit que M. Mark, je ne sais pas comment, Zuckerberg, est en train de skier à côté de cette piste de ski avec une dame. Ah, pas de chance, il devait être à Zurich, à la bourse suisse, en train de faire une IPO, puis il est avec sa secrétaire en train de skier à Zermatt. Et puis cette vidéo, elle est publiée sur YouTube, puis on va voir que ce monsieur a menti. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que sa femme, elle va demander le divorce, et puis ensuite, ce monsieur, il va dire, mais vous avez collecté des données sans mon accord, vous avez fait un film sans mon accord, et donc, en vertu du droit américain, je vais vous réclamer des dommages et intérêts chez moi. Casus qui s'est passé, notamment avec Patrick Bruel à Marrakech, où un citoyen helvétique a eu la bonne idée de le photographier avec une personne qui n'était pas son ami. Le tribunal parisien l'a condamné à 14 000 € de dommages et intérêts. Il faut bien comprendre que quand on collecte des données qui sont ensuite disséminées partout, il y a le droit suisse, puis il y a l'ensemble des règles du droit dans le monde qui font que le droit à l'image peut être sanctionné dans sa violation de façon plus sévère que ce qui se passe chez nous. Chez nous, la règle, c'est donc je filme quelqu'un, il est identifiable, je dois consentir. C'est un cas assez simple, mais ça peut conduire à des situations ubuesques. Je vous raconte une petite histoire. J'ai une chaîne de télévision qui a été attaquée par une dame qui est passée dans une pub, tournée dans un centre commercial à Sierre. Cette dame, elle a dit « Vous m'avez filmé sans mon consentement ». Alors j'appelle la dame, je dis « On va essayer de régler ça ». Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait. En fait, comme elle était mal coiffée, ses copines s'étaient moquées d'elle lorsqu'elle était sur son clip publicitaire. Et donc elle m'a dit « Vous comprenez, tout le monde rigole ». Alors je lui ai payé un très bon coiffeur et on a réglé ce problème comme ça. Le réalisateur m'a dit « Qu'est-ce qui nous serait arrivé si elle avait porté plainte ?» Je dis « Vous auriez été condamné. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas le droit sans son consentement. Elle est identifiable et reconnaissable. » Donc, si vous utilisez des images et que vous les diffusez, vous devez faire attention à ça. Vous devez aussi, lorsque vous demandez le consentement à quelqu'un, dire ce que vous allez faire des images. Vous ne pouvez pas ensuite les utiliser dans un autre but 6 mois plus tard sans avoir obtenu à nouveau un consentement. Alors vous allez me dire, en pratique, c'est très compliqué. Oui, je vous prends un exemple tout simple. Vous allez au Club Med aujourd'hui, vous avez un film publicitaire du Club Med, vous devez tout signer, les autorisations. Pour vos enfants, vous avez des dizaines de papiers à signer. C'est comme ça qu'on va devoir faire. Si les images ont été prises par quelqu'un, qu'est-ce qui risque encore de vous arriver? C'est que vous avez quelqu'un qui vous demande l'accès à ces images. Il exerce son droit d'accès en vertu de l'article 8 de la loi sur la protection des données. Il va donc vous demander une copie des images. Donc là aussi, attention, parce que le fait de lui dire « je ne vous donne pas les images », c'est du civil. Par contre, le fait de lui donner que la moitié des images, c'est du pénal, 34.1 LPD. Et là, vous vous retrouvez devant un procureur pour ne pas avoir restitué l'intégralité des informations à la personne. C'est la même chose dans un dossier d'assurance. Si vous dites « je ne vous donne pas les informations », eh bien, vous vous retrouvez devant un juge civil. Si vous dites « je vous donne les informations, mais vous ne lui avez pas donné toutes les informations », c'est un procureur. Donc, il faut extrêmement rigoureux quant à la conservation des images que vous avez réalisées, quant à leur diffusion, parce qu'en tout temps, une personne peut vous demander des comptes. Vous devez aussi les sécuriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas commencer à diffuser ces images parce que ça vous a semblé génial, votre petit film sur Instagram, alors que les gens, en définitive, ils vont voir ces images prospérer sur des sites, voire même parce que vous avez mal sécurisé le site sur lequel vous avez diffusé, on peut accéder aux fichiers sources et le modifier. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Ensuite, il y a un délai de conservation, vous ne pouvez pas les conserver ad vitam aeternam. Peut-être qu'une image que j'ai faite aujourd'hui, personne ne va l'apprécier demain. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai une photo d'eux, je les ai alignés couverts avec un super maillot de bain. Là, quand je suis allé à Saint-Tropez, ils avaient le même maillot de bain, ils étaient beaux comme des dieux. J'ai fait cette photo. Mon fils Théo, qui a aujourd'hui 14 ans, m'a dit, il y a 6 mois, tu retires cette photo, papa. Elle m'incommode parce que, même si elle est sur mon compte Instagram privé, il y a des gens qui ont vu cette photo, voilà, je la retire. Parce qu'il m'a demandé de la retirer.
je ne peux pas la conserver sans son consentement ad vitam aeternam. Il faut savoir qu'en vertu du nouveau règlement européen qui va entrer en vigueur aussi pour les assureurs et pour d'autres entreprises suisses le 25 mai, on aura une majorité numérique entre 13 et 16 ans, mais plus vraisemblablement pour la plupart des États qui peuvent choisir entre les 2 à 13 ans. Donc, à partir de 13 ans, on doit avoir l'accord de l'enfant. Quand vous le filmez avec un drone, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire en contrainte pratique. Voilà, donc les difficultés à surmonter sont nombreuses. Vous avez d'abord des difficultés liées à la légitime défense numérique. La légitime défense numérique, c'est j'ai un drone qui est en train de filmer des choses qui ne sont pas belles du tout à voir. Imaginez l'accident de gare de Sierre, vous avez un drone dans le tunnel, il filme, vous faites quoi? Il faudra bien qu'on prévoie une légitime défense pour les forces de sécurité. Moi, j'ai autorisé dans le canton du Valais l'utilisation de drones par la police sans aucun accord préalable de ma part pour 2 situations. Un accident et la recherche de personnes disparues. Ils peuvent engager tout ce qu'ils veulent. Je n'ai pas besoin de savoir. Par contre, le jour où ils viendront me voir pour aller mettre 15 drones au-dessus du stade de Tourbillon lors d'un match, là, je serai peut-être moins enclin à accepter sans l'accord d'un juge, tout comme je serai moins enclin à permettre à une flotte de drones de décoller de la cour de gare pour aller rechercher tous les trafiquants de drogue qui vendent de la cocaïne en ville. Donc c'est une question de proportionnalité, mais les forces de l'ordre n'ont pas les moyens de défendre les citoyens. Ni les personnes, ni les biens. Et il faudra bien leur donner ces moyens-là, puisque, et vous le comprenez très rapidement, on a une discrépance totale entre des forces de sécurité qui doivent respecter des règles pour l'engagement de leurs drones, qui doivent parfois même demander à un juge une autorisation, et le simple kidam qui va chez Manor, qui prend son drone, qui le déballe et qui le fait voler. Ça va pas. C'est pas possible. Parce que le jour où un problème survient avec une force de sécurité, que ce soit la police, les pompiers ou les ambulanciers, vous pouvez leur demander des comptes. On a eu un accident d'une valaisanne de drone à Milan, dans un stade, lors d'un événement de danse. Elle a failli perdre son œil. On n'a jamais retrouvé le pilote du drone. Donc pour moi, il y a un minimum, c'est le registre, l'immatriculation et l'assurance pour tout le monde. Ça, c'est le BABA. Et si on n'accepte pas ça, eh bien on va avoir un problème. Et puis, le maillon faible, c'est le pilote. Moi, je ne sais rien faire de mes 10 doigts, quasiment rien. Alors, j'ai aussi utilisé un drone que j'ai évidemment cassé assez rapidement. Mais même si vous êtes un bon pilote, il y a des problèmes de topographie, de climat, etc. Donc vous devez quand même prendre en considération le risque que vous représentez. Un autre problème, c'est que l'Office fédéral de l'aviation civile ne répond pas à vos questions. Ça, j'ai repris ça de leur site. Ça ne va pas. On ne peut pas faire de la prévention sans donner des informations. On ne peut pas faire des questions habituelles sur 10 lignes et penser que ça va suffire. Ça ne va pas. Un autre élément également qui me paraît être important, c'est la régulation coordonnée. Parce qu'avec la France, par exemple, on n'agit pas du tout de la même façon, on a des scénarios. On doit aussi prévoir à la construction des drones, dès la conception des drones, de prendre un minimum de données. Ce qu'on appelle, ce sont 2 concepts qui vont entrer en vigueur aussi dans l'Union européenne le 25 mai. Privacy by design ou by default. Et puis le régime d'assurance doit être transfrontalier. Et puis le régime de sanctions uniformisé. Pourquoi? Parce que si vous avez un pilote de drone qui est sanctionné pour avoir mal piloté, comme un pilote d'avion ou d'hélicoptère, eh bien il faut que ça se sache. Il faut que ce pilote-là, professionnel, ne puisse plus exercer de nulle part. Sinon, on va avoir des zones de non-droit, des pays qui auront une régulation moins importante, où on va voir prospérer des gens qui ne sont pas sérieux, et à un moment donné, on va avoir un accident qui, malheureusement, va occasionner, je l'espère, uniquement des dommages matériels, voire même autre chose. Donc, si vous voulez, moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est que tout ceci s'est développé de manière peu académique, mais assez fantastique avec ses opportunités, et que maintenant, on va devoir faire rentrer tout ça dans un cadre. Ça ne va pas beaucoup plaire à tous ceux qui ont des drones, mais moi, je pense que la professionnalisation est devenue nécessaire. Et le drone de loisir en tant que tel, s'il est bridé, comme les vélomoteurs qu'on avait quand on était jeune, qui sont bridés à une certaine vitesse, moi, ça ne me pose pas de problème. Ça va diminuer les difficultés, les conflits, les faire disparaître. À défaut, je peux vous dire, la régulation, elle se passera au premier accident mortel. Mais la régulation, à ce moment-là, elle ne se discutera plus. Elle fera suite, malheureusement, à une émotion bien palpable qu'on peut comprendre, appréhender et anticiper. Merci. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Fanti, pour Si je vous entends bien aujourd'hui, moi j'arrête de faire mon métier en fait. De journaliste. Absolument. Pour l'audiovisuel, comment je fais quand je tourne avec une caméra, je fais des images de gens qui déambulent Alors ça, dans la rue. dans la rue,
implicitement, on admet qu'une personne qui voit une caméra. Alors, c'est ça la différence par rapport au drone. On voit votre caméra, même si elle est très petite, on la voit. Donc, à ce moment-là, je dois manifester mon désaccord. Vous avez l'autorisation de filmer dans un lieu public, notamment dans un stade, et après, c'est moi qui dois vous dire non, je ne suis pas d'accord. Par contre, avec un drone, la difficulté qu'on a, c'est On que... les voit pas forcément. On les voit pas. Ouais. Alors, on les entend encore, bien que ça a tendance aussi à disparaître, mais on les voit pas. Je vous remercie en tout cas beaucoup. Merci. On peut vous applaudir encore une fois. Et pour l'anecdote, on a demandé si c'était possible, attention Monsieur Mowgli, si c'était possible de faire voler un drone ici pour vous montrer, peut-être que des gens n'avaient pas vu de drone voler. Et évidemment, on a reçu l'interdiction stricte de la part du Systech Center. Monsieur Mowgli, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Vous êtes Key Account Manager à la Mobilière et on va parler du volet de l'assurance cette fois-ci. Merci Monsieur Egère. J'ai le redoutable privilège de clore cette table ronde sur les drones. Alors je ne sais pas, est-ce que je fais rapidement de manière à gagner du temps ou je prends le temps nécessaire? Alors, comme on a posé 3 questions, oui, mais j'y répondais, c'était fini en 10 minutes. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Comme on a beaucoup parlé nourriture ce matin avec des millefeuilles et du salami, je vous propose qu'on fasse ça de manière assez rapide, pour qu'on puisse vers midi et quart essayer de midi et quart, midi 20 de rejoindre le buffet. Merci. Alors, mon tour, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous saluer. Un nouveau phénomène dans le ciel suisse, on l'a déjà dit, il y a environ 100 000 drones qui volent au-dessus de nos têtes, d'où une certaine inquiétude au sein de la population qui se pose un certain nombre de questions, notamment au niveau de la protection des données. Maître Fonti l'a déjà abordé, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Protection de l'environnement contre le bruit également. Les drones civils occasionnent-ils de nouvelles nuisances pour l'environnement, de nouvelles nuisances sonores, qui semblerait que ce soit de plus en plus silencieux? Ou au contraire, pourrait-il contribuer à travers de nouveaux modèles logistiques à délester les infrastructures routières et ferroviaires? On l'a vu par quelques exemples de M. Fauvi, où effectivement on peut même déjà délivrer des pizzas par drone. Et enfin, surtout au niveau de la sécurité. Les drones civils génèrent-ils de nouveaux risques pour la population? On l'a vu, on l'a déjà illustré par les prédécesseurs. Faut-il édicter de nouvelles normes de sécurité ou renforcer celles qui existent déjà? Comment intégrer évidemment les drones dans le trafic aérien? M. Schneider l'a également abordé. Alors en passant en dernier, on a le problème... Non, c'est juste. On a le problème que ce cas de figure a déjà été abordé. Vi får dem till toppen, Marcel kör igång. Oj, 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 oj! Detta är det! Ça passe pas loin. Oui, arrêtez. Merci beaucoup. Donc là, on voit effectivement, ça n'a pas passé très loin. Lors de la préparation, M. Fauvi m'a dit que c'était très certainement dû au froid. Les batteries d'un drone étaient, en tout cas en 2015, pas nécessairement bien isolées. Donc elles se vident très vite. Et puis on voit que le drone, comme l'a aussi abordé M. Schneider, en principe, lorsqu'il arrive vers la fin de sa durée de vie des batteries, eh bien, retourne à son départ. Là, il s'est tout simplement écrasé. Pardon? Merci. Alors évidemment, ma présentation sera un petit peu moins fun que mes prédécesseurs. Je vais aborder l'aspect légal et ensuite d'assurance. Alors quelles sont finalement les bases légales qui régissent l'utilisation des drones? Il y a évidemment l'ordonnance sur les aéronefs de catégorie spéciale, j'y viendrai en détail par la suite. On y trouve l'ordonnance concernant les districts francs fédéraux. Est-ce que ça dit quelque chose? C'est qu'un district franc fédéral? Et bien finalement, cette ordonnance a pour but la protection et la conservation des mammifères et oiseaux sauvages, rares et menacés, ainsi que la protection et la conservation de leurs biotopes. Il y a également l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs d'importance internationale et nationale. C'est plus ou moins la même chose, mais si ce n'est que c'est destiné aux oiseaux migrateurs. Et dans ces deux ordonnances, à leur article 5, il est bien précisé un certain nombre d'interdictions, dont notamment l'interdiction de circulation d'aéronefs civils sans occupants au-dessus de ces zones. Et il y a encore certaines règles cantonales et ou communales qui ont déjà été plus ou moins abordées par mes collègues.
Alors, dans cette ordonnance sur les aéronefs et les catégories spéciales, il y a tout d'abord les aéronefs sans occupant d'un poids supérieur à 30 kg. C'est relativement simple. Je ne suis pas très fort. Pour ces modèles réduits d'aéronefs, eh bien, à ce moment-là, il y a une autorisation qui doit être obtenue de l'Office fédéral de l'aviation civile, et dans tous les cas, elle fixera les conditions d'admission et d'utilisation. Afin de garantir les prétentions des tiers essentiellement au sol, puisque le drone finalement a une fâcheuse tendance à tomber sur le sol, eh bien, l'exploitant devra conclure une assurance responsabilité civile d'une somme d'1 million de francs au minimum. On l'a vu dans le film, je crois que c'était M. Schneider, avec cet hélicoptère qui se crache. On peut se poser la question si c'est suffisant. Alors clairement, du point de vue assurance, ces modèles réduits sont considérés comme des aéronefs et chaque compagnie a des couvertures spécifiques qui varient de l'une à l'autre.